Voilà. Merci. C'est la tête, l'une des têtes pensantes de notre parti, parce que celui qui dirige la télé universitaire de notre parti, la Marie-Noël. Chers amis journalistes, mesdames et messieurs les hommes des médias et tous ceux qui nous suivent depuis les différents canaux, au nom de son excellence le président Laurent Gbagbo, président du PPACI, vous traduisez notre reconnaissance surtout aux médias qui sont mobilisés aujourd'hui de façon particulière. Peut-être que ce patron a changé de jour. Faut-il faire peut-être nos conférences lundi maintenant. Nous sommes très heureux. Nous voulons particulièrement saluer la RTI. Je crois qu'elle est là. On le voit très rarement, mais là, quand vous êtes là, on est très content. On est content parce que c'est ce que nous appelons de tous nos voeux. La contradiction, et c'est de la contradiction qui naît la vie de la démocratie. Merci pour le président. Merci pour la présence de toutes les autres chaînes qui sont là, les chaînes nationales et internationales. Merci à tous. Les médias, la presse écrite, sont nos fidèles compagnons. Merci pour tout. Comme l'a dit le maître de cérémonie, la séance d'aujourd'hui, le numéro d'aujourd'hui est consacré à deux points essentiels. Les deux points étant tous liés, parce qu'en définitive, c'est la gouvernance du RHDP qu'il convient de revisiter et de relever les graves lacunes. Ces deux points sont les atteintes graves, répétitives, contre nos libertés fondamentales, contre l'essence de notre démocratie. Le deuxième point concerne le rajout de notre pays sous la liste grise du groupe de l'action financière GAFI et ses conséquences sur la vie de la nation. Voici les deux sujets sur lesquels nous allons intervenir. Merci d'être venu. Mais bien avant, il convient de revenir sur un sujet auquel nous tenons vraiment et qui nous tient vraiment à cœur. Il s'agit de la propension qu'a le président de la CEI à pouvoir défendre l'indéfendable, parfois même en portant des accusations qui sont fondées sur aucun niveau. La dernière fois, justement, la presse, il est revenu encore pour dire que lui, il a reçu une liste du ministère de la Justice qui m'aurait remis la liste aux journalistes, mais depuis lors, je demande aux journalistes qui ont reçu ce courrier-là, personne ne semble avoir reçu, mais c'est dans les mains du président de l'INGCI, qui est le président de la presse. Bon, il n'est pas là, il a pas qu'il vienne nous montrer ce courrier-là, où il y a la liste des personnes déchues de leurs droits civiques et politiques, et sur la liste, cette liste figurerait le nom du président Laurent Gbagbo. Chers amis, j'ai ici la décision de justice. Elle est dans la travail. Prononcée, même si c'est à faire en catégorie, mais prononcée, en cas nous sommes de pour avoir une copie, par le juge. Je ne vais pas faire la lecture de toute la décision. Une décision de justice se termine toujours par la décision que le juge prend en matière de condamnation. Et c'est ce que je vais vous dire. Afin que nul n'ignore que les deux choses l'une, soit le président de la CEI ne dit pas la vérité, soit c'est le gouvernement qui rue également avec la vérité, notamment le ministre de la Justice. Puisque c'est lui qu'il cite
comme ayant été la source de la lettre qu'il aurait reçue. On va faire, c'est vrai que j'ai la peine à lire, parce que quand vous lisez, si vous n'êtes pas assez solide, vous risquez d'avoir des crimes cardiaques. Tellement les énormités sont inacceptables. Mais avant que j'ai pu loin du route, je l'aurais oublié, ça m'aurait fait. Vous voyez la permission de l'Assemblée demandée, parce que nous avons été frappés par un œuvre brutale. Qui nous l'a secoué. Je crois que c'est la première manifestation politique que nous faisons. L'un des membres, sinon les moindres, de notre parti s'est détruit de façon brutale chez lui à la maison. Il s'agit de l'ambassadeur Julio. Je voudrais, au moment où nous ferons la première fois nous prenons la parole, après son décès, souhaiter que nous puissions lui observer une minute de silence en sa mémoire. Merci. Je voudrais également saluer, on m'a rapporté que le journaliste a eu un malaise tout à l'heure. J'espère que ça va mieux chez lui. Il va mieux. Je vois que nous avons un médecin, on a toutes les compétences féminines dans notre parti. Il y avait un médecin à côté, je crois qu'il a pu le prendre en charge. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Donc je vais vous lire la dernière page, qui est la décision. Par ces motifs, t'appuyant publiquement par défaut à l'égard de Gbagbo Laurent et Koné Katina Justin et contradictoirement à l'égard de Ngo Aké Gilbert Marie, Dalo Désiré Noël Laurent, T. Beignard, André Marie, Seka Monet Lucien, Keita Yakuba, Oulaye Antoine Crépin, Amou Louessé Edmond, Niblé Séri et Kwadio Brou en matière correctionnelle et en premier ressort. Déclare irrécevable l'exception de nullité des citations des prévenus Gbagbo Laurent et Koné Katina Justin soulevées par Maître Claude Maintenant et Rodrigue Dadier. Déclare Oulaye Anselme Crépin, Amou Louessé Edmond, Keita Yakuba, Niblé Séri, Thé Beignard, André Marie, Seka Monet Lucien et Kwadio Brou non coupables des faits de complicité de vol en réunion à main armée et avec effraction. Ceux qu'on a cités là, c'était les huissiers que nous avons permis de travailler, pour nous assister. On va faire le point, les huissiers. Et les gars, ils ne sont pas complices. Il les déclare également non complices du fait de destruction volontaire des biens d'autrui. Les renvoie des faits à ses chefs de poursuite. Déclare Koné Katina Justin coupable des faits de vol en réunion à main armée et avec effraction. Déclare Gbagbo Laurent, Ngo Aké Gilbert Marie et Dalo Désiré Noël Laurent coupables des faits de complicité de vol en réunion à main armée et avec effraction. Donc je suis l'auteur principal et ce sont les complices. Comme je vous ai dit la dernière fois, oui, nous fassions heureux d'avoir commandé le président. Réqualifie les faits de destruction volontaire des biens d'autrui
reprocher à Gbagbo Laurent, Koné Katina Justin, Ngo Ake Gilbert Marie et Dallo Désiré Noël Laurent en fait de complicité de destruction volontaire des biens d'autrui tels que prévus et punis par les articles 27, 29, 30 et 423 du Code pénal. Là, on me disait que toutes les destructions réunies en Côte d'Ivoire, que c'est nos quatre qui avaient fait ça. Après, eux-mêmes non plus, c'est trop compliqué. Nous, on n'a pas fait nous-mêmes, mais on est complices. Donc, tout ce qui s'est passé de l'Ouest jusqu'à ici, là, c'est nous quatre là qui avons donné les moyens pour qu'elle soit. Voilà la décision de la justice de Côte d'Ivoire. Les déclare coupables des faits aussi réqualifiés. Ainsi réqualifiés. Déclare Gbagbo Laurent, Ake Gilbert, Dallo Désiré Laurent et Koné Katina Justin coupables des faits de détournement des deniers publics. En répression, condamne Gbagbo Laurent, Ake Ngo Ake Gilbert Marie, Dallo Désiré Noël Laurent et Koné Katina à 20 ans d'emprisonnement chacun et à 10 millions d'amende. Décerne un mandat d'arrêt contre Koné Katina Justin, conformément à l'article 456 du Code pénal. Donne acte, écoutez bien, à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, de ce qu'elle désiste de sa constitution de parti civil. Elle ne s'est même pas désistée, elle ne l'a jamais fait. Vous voyez pourquoi on fait le fait? Elle ne l'a jamais constituée. Parce que désister, c'est comme je l'ai fait, et dans la dernière minute, je fais une rétractation. Elle ne l'a jamais fait. Mais ils disent qu'ils font acte, ça désiste. Quelqu'un à qui on a volé et qui dit moi, je me considère parti civil. Reçoit les constitutions des partis civils de l'État de Côte d'Ivoire, la BNI, la Société de transport Sotra, la Caisse nationale de CNC qui a dit que c'est les rebelles qui ont volé la banque. Il a dit ouvertement dans sa déposition. Mais le juge n'a pas vu ça. Et la société ivoirienne de la banque dit cible. Il dit cependant la Sotra, la CNCE et la société ivoirienne des banques mal fondées. Les débuts de leur demande de paiement de dommages et intérêts. Alors la Sotra c'était grave. Parce que la Sotra, tous les couloirs, les cafetières, les chaînes qui étaient cassées là-bas. La Sotra dit que c'est Gbagbo Laurent, pour les 4 ans de durée dans l'eau qui vont le casser là-bas. Donc on a qu'à payer ça. La chaîne Sotra là-bas. Condamne, dit l'État de Côte d'Ivoire et la BNI, partiellement fondée en leur constitution du parti civil. Condamne solidairement Gbagbo Laurent, Ngo Ake Gilbert, Dallo Désiré Noël Laurent et Koné Katina Justin à payer à l'État de Côte d'Ivoire la somme de 329 milliards de francs CFA. Les condamne en outre à payer à la BNI la somme de 600 millions de francs CFA. Donc ça fait à peu près 400 milliards. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et en susdit et ont signé le président et le greffier. Voilà. Les condamne en outre au remboursement des frais liquidés à 358 150 francs et non compris les frais de timbre, d'enregistrement, de communication postale, de signification du président justement auxquels ils sont également condamnés.
mal le français, fixe quant à l'amende, au dommage et intérêt au paiement des frais envers l'État, la durée la contrainte par corps au minimum. S'il y a lieu d'un délai de mois à compter du jour où la condamnation sera définitive. C'est-à-dire que si on ne paie pas les 69 milliards, chaque jour qui passe, on augmente. Le tout en application des articles mentionnés, susvisés, et ceci après, bon, ce sont les articles du code pénal. Fini. Nulle part, le juge n'a prononcé la décision des droits publics. Nulle part. Donc, entre le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, a supposé que les allégations de Cuibert soient vraies, et Cuibert lui-même, il y a quelqu'un qui a un problème avec la vérité. Et c'est quelqu'un, on va le trouver. Moi, là, je suis parti ici. Quand c'est qu'on a, ce sont les photos, on va le tout ça. trouver. Il me demande tout. Chers amis, jamais le juge n'a prononcé de déchéance des droits civiques et politiques contre nous, quand nous, y compris le président de l'Union. Donc c'est par cette affabulation qu'une liste sur laquelle son nom figurerait serait venue du ministère. Au demeurant, comme on lui a demandé, à supposer même que cette liste soit vraie, on a demandé à voir quand est-ce qu'elle a été écrite. Parce qu'au terme de l'article 6, on a déjà dit, on ne va pas le revenir là-dessus, de l'article 6 de la loi du code électoral, c'est clair. L'article 6 dit chaque année, on renouvelle la liste électorale. On la met à jour. Ça suppose que chaque année, les mesures, les dispositions qui sont prises par la CEI pour requérir les informations pour les applications se renouvellent. Donc, ça suppose que le président Laurent Gbagbo a fait son inscription, a été radié depuis 2020. Ça suppose qu'en 2020, la Cour a écrit. 2021, la CEI a écrit, la ministère a répondu. 2022, la suite, le ministère a répondu. 2023, quand le président allait s'inscrire et que le représentant du chef de l'État, Sourou Kone, et je lui dis haut et fort ici, a pris sur lui la décision, en dehors des assises de la commission centrale, de radier, de refuser, non pas radier, de refuser l'instruction du président, ça suppose qu'il lui aussi, on lui avait envoyé ses courriers. Donc ça fait 4 lettres. On attend au moins que Cuibert nous donne les 4 lettres. Au moins, même s'il ne peut pas les publier parce qu'il y a des noms de qui nous envoie nous, à nous. Qui nous envoie ça à nous. Chers amis, cette affaire-là, on ne la laissera pas tomber. On ne va pas se cacher derrière des écrans de fumée pour jouer avec la vie des Ivoiriens. Parce que la question de l'éligibilité du président Laurent Gbagbo et même de ses droits civiques, c'est une question vitale pour la Côte d'Ivoire. Nous avons dit que c'est un point de rupture pour nous. On ne va pas s'amuser avec ça. C'était la mise au point qu'on voulait faire. C'est pas tel. C'était. Comment on appelle l'entrée. Voilà. Chers amis, pourquoi le PPACI tient tant au respect des libertés politiques, publiques et individuelles et collectives en Côte d'Ivoire? Parce que c'est le fruit de notre lutte. Et nous avons lutté contre ceux qui sont au pouvoir en ce temps-là, qui étaient dans les partis unis. C'est contre eux que nous avons combattu pour arriver à ces résultats. On ne peut pas accepter qu'ils reviennent pour remettre en cause les acquis de cette lutte que nous avons menée. Or, il apparaît de façon constante que le gouvernement, enfin le régime RHDP, a une méprise totale vis-à-vis des libertés ivoiriennes.
On ne peut pas se taire là-dessus, chers amis. On ne peut pas se taire là-dessus. C'est fondamental en eux. C'est même consubstantiel à leur gestion. C'est une partie de leur ADN. Voyez-vous, la liste est longue. La liste des violations de liberté est longue. Mais nous allons l'organiser autour de 2 points. D'abord, quels sont les fondements de la position de RHDP vis-à-vis des libertés publiques? Qu'est-ce qui font leur mépris? Avant de vous donner des faits chronologiques qui illustrent ce que nous disons, que le RHDP est profondément antidémocratique et a une haine vis-à-vis des libertés. Les fondements, c'est le manque de la légitimité. C'est le manque de la légitimité. Chers amis, nous on le savait déjà. Bourgi l'a rendu pour ceux qui avaient encore des doutes. Nous savions que le RHDP, ce régime n'a jamais eu de légitimité. Quand on n'a pas de légitimité politique, on a recours à 2 choses. La violence comme instrument de gestion et les attaques frontales contre les libertés des citoyens. Ça, c'est l'ADN de tous les régimes qui manquent de légitimité populaire. Parce que quand vous avez une légitimité populaire issue d'une élection propre, on a du respect pour le peuple. Et on a beaucoup d'égards pour la façon dont on les fait. Mais eux, le manque de légitimité agit, détermine le comportement du régime RHDP. Ça, c'est le premier fondement. Et évidemment, quand on n'a pas la légitimité, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à subjuguer tous les pouvoirs de l'État et les soumettre à son contrôle. Les vider de leur pouvoir et se mettre à son contrôle. Et l'arme facilite de ces régimes-là, dans une république où il y a une séparation de pouvoir, c'est l'ordonnance. On légifère par ordonnance. C'est-à-dire, alors que rien ne justifie, l'Assemblée siège, on fait par ordonnance. Et depuis qu'ils n'ont plus goût à cela, la première ordonnance qui a été prise, c'est l'ordonnance 2011-007 du 14 avril 2011. C'est-à-dire, le chef de l'État actuel a pris une ordonnance avant même de devenir président. Il a prêté serment le 21 mai 2011. Mais le 4 avril, le 7 avril, lui, il a déjà pris l'ordonnance. Et cette ordonnance-là, mais pourquoi nous la mettons en rapport avec la violation des droits? Sur cette base-là, des gens qui étaient admis à des concours, qui avaient même les formations, quand ils faisaient les formations, on les a fait revenir, parce que cette ordonnance disait tout simplement qu'eux ne reconnaissent pas les actes qui ont été posés par le président Laurent Gbagbo, qui était alors président de juré et de facto de la République du Côte d'Ivoire. Ils disent que eux ne reconnaissent pas ça. Sur cette base-là, des personnes ont perdu des droits acquis, alors que l'ordonnance est illégale. Elle ne respecte aucune condition de forme. Parce qu'il n'y avait pas d'Assemblée nationale ce jour-là pour leur donner une loi d'habilitation.
Or, tu ne peux pas prendre une ordonnance qui suppose que tu interviens dans le domaine de la loi législative sans une loi d'habilitation de l'Assemblée nationale. Il n'y avait pas d'Assemblée nationale. Donc, sur quelle base le président Ouattara a-t-il pris cette ordonnance? Ordonnance illégale. Et c'est sur cette ordonnance-là que vos juges, là, comme on vient de dire, se sont fondés pour déclarer les dépenses régulièrement faites pour le compte de l'État comme étant des détournements d'argent. Parce que, je rappelle, qu'en Côte d'Ivoire, le président intervient dans le domaine de la loi par ordonnance à la suite d'une habilitation et après on lui donne donc une loi de ratification pour que cette ordonnance rentre dans le domaine donc de la loi. Il n'y en avait pas. Mais ils ont pris cette ordonnance-là. Et là encore dans l'autre ordonnance juridique. Et ça n'arrête pas là. En 2020, il prend l'ordonnance 2020-356 du 20 avril 2020 pour organiser des élections auxquelles lui intervient. C'est-à-dire que lui s'assoit seul à la maison et il prend les textes, les règles qu'il faut pour déterminer comment ça doit se faire les élections, des élections auxquelles lui intervient. Ça là, c'est même plus juge et papier. C'est l'omnipotence. Une ordonnance pour déterminer les règles des élections. En 2024, on va prendre quelques-unes. En 2024, en pleine session parlementaire, les députés sont là. Ils décident de prendre une ordonnance. L'ordonnance 2024-368 du 12 juin 2024 relative à la société civile. C'est-à-dire que lui décide et il s'assoit, il prend une ordonnance entre eux là-bas, un copain à l'exécutif, et il dit voici désormais comment vont fonctionner la société civile. Et vous savez le bruit que cause cette ordonnance. En pleine session des députés. Évidemment, une telle tendance n'est possible que parce que, dans la réalité, l'exécutif ivoirien a vidé l'Assemblée nationale de son pouvoir. Puisque, dans la loi des finances, chaque fois il y a un article qui est écrit quelque part pour l'exécution de son programme économique et social, l'Assemblée nationale, économique et financier, l'Assemblée nationale habilite le président à prendre des ordonnances. Ça veut dire que quoi? Une ordonnance, une loi d'habilitation est précise, puisqu'elle détermine la matière sur laquelle tu dois intervenir. Mais on ne peut pas te donner une ordonnance clé en main. Ça, c'est voilà, tu peux comprendre ça. Donc, le président, c'est lui qui détermine qu'est-ce qui rentre dans son programme de gouvernement politique, économique et financier, et peut décider de prendre par ordonnance. Il contourne l'Assemblée nationale. Il contourne l'Assemblée nationale. Même Napoléon n'a pas eu autant de pouvoir. Mais ça n'arrête pas là. Le chef de l'État ivoirien est le seul, en tout cas l'un des rares chefs au monde, qui est chef de l'exécutif, parce que la Constitution dit qu'il a le pouvoir exclusif, le pouvoir exécutif de façon exclusive, c'est le patron de l'exécutif, mais qui nomme en même temps les membres du Parlement. C'est-à-dire que lui, il est le président de l'exécutif et il nomme les membres du Sénat, les tiers du Sénat. Ça ne gêne personne. En tout cas, pas eux.
Quand il a fini le Parlement, c'est la justice. Bon, franchement, avec cette décision qu'on vient de lire là, s'il y a une seule personne qui croit que la justice est indépendante dans ce pays-là, bon, il faudra bien qu'ils viennent nous voir pour nous aider à découvrir ça aussi, parce qu'on a du mal à découvrir. Mais en plus de ça, lorsqu'une décision de justice est prise et que lui n'est pas content, il refuse d'appliquer. Cadre de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, concernant deux situations, le président Laurent Gbagbo et le premier ministre Solo Diop. On lui dit, une cour de justice à laquelle l'État du Côte d'Ivoire est partie présente, il faut les inscrire sur la liste électorale. Il dit, je ne le fais pas. D'ailleurs, vous me fatiguez, je vous quitte d'ailleurs. Je vous quitte d'ailleurs, vous me fatiguez. Donc on est d'accord avec ça. On s'assoit. On dit on est dans une république. Alors, vous comprenez quoi la CPI? Après c'est pareil. Parce qu'elle a compris que depuis qu'elle n'a pas été capable de condamner Laurent Gbagbo, leur amitié avec le gouvernement s'est arrêtée. Chez quelqu'un qui dit je vais faire enquête et tu n'écoutes même pas. Tu fais quoi? Tu fermes ta porte et t'en vas. Le gouvernement ivoirien refuse de collaborer avec la CPI. Il n'y a pas d'autre implication. Il avait servi la CPI pour une seule chose, éliminer un adversaire politique. Comme ça n'a pas marché, on fait quoi? On est fâché à la CPI, prenez vos bagages, quittez, passons, vous pouvez travailler pour moi. Ça aussi, c'est le comportement d'un régime qui n'a pas de considération pour la justice. À partir de ça, il y a toute une série de faits que nous avons établis de façon chronologique, dont certains que vous savez. La condamnation des postures judiciaires arbitraires, ça on le fait, le président Laurent Gbagbo peut considérer sa condamnation pour éviter qu'il soit président. Picasse, le 24 février 2023, qui est vice-président du parti, qui est deuxième vice-président du CSP, il est sous contrôle judiciaire. Quoi Justin, il est sous contrôle judiciaire. C'est-à-dire, les contrôles judiciaires sont des endroits chez nous, là, c'est plus comment les minorités. Mais, et puis, eux, la lettre, il n'y a pas de petite infraction chez eux. Ça s'est terminé toujours sous terrorisme et attentat à la société de l'État. Voilà. Il ne faut pas aller là-bas. Quand il arrive là, c'est ça qu'on sort. Terrorisme ou attentat à la société de l'État. Les gens font manifester, ils portent le drapeau de la Russie, on les arrête. Pour porter le drapeau de la Russie. Autant ici, là. Dans tous les restaurants, on voit ici. Pain doré de Paris, caprice de Paris, bois délicieux de Paris. Mais ça vient de le drapeau qui est le drapeau russe, là, c'est la bonne condamnation en Côte d'Ivoire. Et on avance. Le 22 août, le shérif Balé, qui rentre du Mali, on l'arrête. Toi, tu allais faire quoi au Mali? Elle s'est tapée 5 mois de prison. Et qu'on l'a fait sortir. Le vendredi 13, des gens qui disent on a faim, la vie est chère, honnêtement, autant que nous sommes assis ici. Là. Qui peut douter un seul instant que la vie est chère en Côte d'Ivoire? S'il y a un, je lève la main. Après, vous me voyez, comme ça, votre fortune, on va la partager un peu. Parce que moi-même qui ai pris 329 milliards, la vie est chère pour moi. Les gens disent qu'on a faim, on a un problème, et puis c'est un problème mondial. On l'arrête, on les envoie en prison, trouble à l'ordre public, atteinte à la sécurité de l'État. Condamnation 6 mois. Le 21 août 2024,
2 proches de Soro Guillaume, condamnés à 2 ans de prison ferme. Kando Soumaoro et Mouadou Touré. Et ce que vous ne savez pas, le 8 septembre 2024, notre camarade, qui était jusque-là le président de la commission des finances, Assié Yaraba, Florent, oui, comme on le connaît toujours ce nom, Yarabé, oui, des personnes se réclamant de la police avec des cartes de police sont allés le kidnapper chez lui à la maison. Ils l'ont gardé, ils l'ont persécuté et ils l'ont demandé qu'il aura sa vie sauf que s'il leur donne de l'argent. Et la somme qu'il a demandé là, ils ont demandé que personne ne nous ne peut trouver ça. Extorsion des fonds par les forces de l'ordre. En tout cas, des peuples qui étaient 10 forces de l'ordre. Aujourd'hui, je parle de notre camarade en exil, parce qu'il a peur de venir en Côte d'Ivoire. Ça, ce sont les faits. Ce sont les faits. Mais ça n'arrête pas là. En plus de ça, il renforce les dispositifs répressifs, le dispositif pénal et répressif. Révision de l'article 185. Désormais, dans notre pays, quand on dit que la condamnation du président Laurent Gbagbo est illégale, on peut s'arrêter pour ça. On est de faire apologie du crime. C'est une vieille disposition qui existait. L'ancien article 185, c'est-à-dire, disait ici, l'apologie du crime était toujours pour les crimes de meurtre, qualifiés de meurtre. Maintenant, là, c'est à toutes les infractions. Le dire, l'écrire, l'afficher, que telle disposition, quelle condamnation n'est pas juste. On appelle ça, dit que c'est illégal et tu vas aller en prison pour ça. L'article 185 du code pénal. Face au danger que représente cet article pour notre pays, le groupe parlementaire PPACI a saisi le Conseil constitutionnel de 2 requêtes. La première, pour demander au Conseil constitutionnel de déclarer anticonstitutionnel la nouvelle écriture de l'article 185 parce qu'elle s'attaque aux libertés qui sont protégées à la fois par la Constitution, mais surtout par la Déclaration des libertés et des droits de l'homme de 1948, à laquelle fait référence dans son préambule notre Constitution. Le Conseil constitutionnel dit non, vous êtes arrivé en retard, votre saisine est en retard. Vous êtes arrivé, votre saisine, au moment où la loi a été promulguée. Et vous savez comment ils ont fait la promulgation? Il y a 2 chambres. L'Assemblée nationale a siégé et c'est parti au Sénat pour 2e lecture au niveau du Sénat. La lecture au niveau du Sénat. Le jour où le Sénat a fini, on ne sait même pas c'est à quelle heure, mais l'heure qui a suivi, ils ont promulgué. Procédure d'urgence. Qu'est-ce qu'il y avait de si urgent dans ça? Or, il a écrit que lorsque une loi est de nature à porter atteinte aux droits de l'homme, on laisse un bout de temps avant sa promulgation pour voir ceux qui peuvent, y compris ceux qui veulent contester cette loi, puissent la saisir, contester l'anticonstitutionnalité devant le Conseil constitutionnel. Mais eux, ils ont fait ça à 11h30 pour promulguer.
le groupe dit ok, il n'y a pas de problème. C'est le décret de promulgation, on va attaquer. Deuxième saisine du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, d'ailleurs, pour cette saisine-là, est sans objet, puis la loi est bien promulguée. C'est quel charabia? C'est quel charabia? C'est parce que tu as mal promulgué la loi qu'on dit qu'il faut l'attaquer. Donc, chers amis, aujourd'hui, là, du matin, quand tu te lèves, il faut avoir un matelas dans ta voiture parce que c'est d'abord la terminer ta maison. Dire de quelqu'un que telle décision n'est pas bonne, ça peut t'envoyer au tribunal, devant un juge. Article 185. Je vous ai demandé de parler bien de l'ordonnance. On va pas revenir sur la société civile. Sachez que cette ordonnance, elle a été suscitée en son temps. Parce que les gens de la société civile, la société civile était régie par la loi de 1965, du 20 septembre 1960, sur l'association. C'était un générique. Et l'Union européenne a financé, ça aussi, l'électronique qui finance a financé l'élaboration d'une loi spécifique à la société civile. Le gouvernement a associé dans les travaux préparatoires la société civile. Les gens ont fait leurs recommandations. Au moment où ils s'attendaient qu'on leur fasse le retour, alors que l'Assemblée siège, un matin il sort, le 12 juin, il y a une ordonnance qui est prise. Mais alors avec des dispositions incroyables. La société civile n'a plus, ne doit pas avoir de lien avec les partis politiques. Sans définir ce que c'est que le lien. Là, ici, moi, ma femme. Je suis bien, c'est ma femme qui dirige une ONG. Elle est lien avec moi, sinon c'est pas ma femme. Bon, comment on détermine ce lien? On ne sait pas. Et puis, eux, ils décident qu'ils peuvent dissoudre une ONG en conseil des ministres tranquillement. Il n'y a pas de meilleure façon que de choisir la société civile à laquelle eux veulent travailler en Côte d'Ivoire. Et on s'est rendu compte, parce que quand on allait au dialogue politique, ce qu'on nous a présenté comme société civile, l'acide de Pulchéry, vous ne l'avez jamais là-bas, il n'invite pas. L'OIDH, qui est l'une des organisations les plus performantes, on ne l'invite pas. Ils ont leurs camarades, c'est eux qui l'invitent. Donc, à partir du moment qu'ils prennent tout le pouvoir pour déterminer qui a un lien avec les partis politiques, qui n'a pas un lien avec les partis politiques, ne soyez pas surpris qu'ils dissolvent toutes les associations qui ne travaillent pas dans leur sens. Nous sommes, chers amis, dans une logique d'homologation de la pensée en Côte d'Ivoire. Voilà l'expression que je cherchais. C'est l'expression qu'il faut retenir. Le RHDP veut homologuer la pensée et l'opinion politique en Côte d'Ivoire. Mais dans une république, dans une démocratie, on n'homologue pas la pensée. La contradiction est l'essence même de la démocratie. Et non, on ne peut pas accepter au place. Et la dernière, s'appuyant certainement sur cette ordonnance, ils ont décidé de dissoudre tous les syndicats en milieu universitaire. Oui, c'est vrai qu'il y a des meurtres qui sont commis par les étudiants et c'est inacceptable. Le PPAC a condamné ça et a même demandé que les enquêtes soient menées pour que les responsables soient situés. Une déclaration a été faite. Mais la responsabilité pénale, elle est personnelle en Côte d'Ivoire. On n'emprunte pas la responsabilité pénale en Côte d'Ivoire. Si vous avez identifié ceux qui ont commis les meurtres, on les sanctionne. Mais pourquoi vouloir élargir ces sanctions-là à toutes les associations? À supposer même que ce fut la CECI, qui effectivement ces temps-ci
on observe certaines dérives à leur niveau. On le sait et nous le condamnons ça. Mais les autres associations, elles n'ont pas avec ça. On supprime tout. On dit bon, on suspend tout. On va même jusqu'à casser la maison, maison dans laquelle le ministre même de l'éducation aurait contribué même à la construction. Et on vide le campus de milliers d'étudiants sous le prétexte qu'ils étaient illégalement logés. S'il vous plaît, depuis 2019, il n'y a pas eu d'admission officielle d'étudiants dans les campus. Donc, depuis 2019, le gouvernement ivoirien ne sait pas qu'il n'y a pas d'admission. On vide. On dit non, qu'elle a fait ici s'ouvrir les maisons avec les exorbitants des étudiants. Et vous êtes sûr que cela pourrait se faire dans l'ignorance de l'administration chargée de la gestion des campus? Ici, là, c'est ça la complicité, mais on charge. Au PPAC, tout en condamnant tous les actes de violence, l'université ne peut pas être le diable de la violence. C'est l'espoir de notre nation. Mais nous suspectons le gouvernement de vouloir vider l'université, l'espace universitaire, de toutes les opinions qui lui sont contraires et de se forger sa propre opinion. Processus d'homologation de la pensée jusqu'à l'université. Il y a plein de cas. On s'en va au dialogue politique. On admet sur la base des accords tripartistes que ceux qui viennent d'exil, les fonctionnaires et autres, doivent reprendre leur boulot. Ici, je voudrais vraiment saluer. Parfois, moi, c'est vrai, c'est d'autres adversaires, mais quand l'un parmi eux fait un bon travail, il faut le dire. Il faut le dire. Ça donne du crédit à notre travail, à nos centres. Je voudrais saluer la ministre Anne Koloto. Elle a fait son travail. Parce que c'était les prescriptions des choses. Elle nous a demandé, effectivement, tous ceux qui avaient désiré de prendre leur repris, nous avons travaillé, ils sont repris. Même ceux qui sont venus derrière, quand on a inscrit, ils ont repris. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris soin de vider de sa compétence les fonctionnaires de la police. Donc les fonctionnaires de la police, alors que la mesure les concernait également, ne sont pas concernés par ça. Ici, j'interpelle le ministre général Babondo. C'est lui, il était copilote de dialogue. Je rappelle qu'il ne s'agit pas d'une mendicité. Lorsque vous êtes en exil et qu'à un moment donné, votre pays d'origine estime que les conditions de votre retour sont réunies et demande auprès du pays d'accueil et du HCR votre retour, on signe un accord qu'on appelle l'accord tripartite, dans lequel les trois parties s'engagent, faire des dispositions pour recevoir et pour disposer de l'avenir des réfugiés quand ils rentrent. La Côte d'Ivoire a signé cet accord tripartite. Et c'est dans cet accord tripartite que la question de la réintégration et un certain nombre de conditions ont été prévues. C'est ce que nous avons demandé qu'on applique. Comment peut-on l'appliquer pour une partie des fonctionnaires et l'appliquer pour les autres? Mon général, il faut que vous allez-y peut-être prendre voir autour de votre collègue de la fonction publique comment elle a le gérer, parce qu'il y a des fonctionnaires de la police qui sont partis en exil parce que traqués, qui sont revenus, qui aimeraient pouvoir trouver leur boulot. Ça fait partie de vos engagements dans le cadre des accords tripartistes. Chers amis, sur ce premier point, je voulais dire ceci. Un jour, un professeur est rentré dans une classe, professeur de droit, et il voulait enseigner la notion de justice à ses étudiants. Il n'y a pas meilleure façon d'enseigner une notion que par l'empirisme, c'est-à-dire la pratique. Dès qu'il rentre, il voit une jeune fille
justice. La première fois, il dit vous, qu'est-ce que vous faites dans ma salle? Quittez tout de suite ma salle. On ne se connaît pas. Il dit, je ne veux rien entendre. Quittez. Évidemment, tout le monde est choqué. Et puis, la fille prend des barrières, s'en va. Personne n'est réagi dans la salle. Ils sont choqués, ils ne réagissent pas. Quand il sort, le professeur pose la question aux étudiants. Vous êtes vraiment fait des études de droit ici? Il dit, mais c'est quoi la justice? Il se regarde. Il dit, mais est-ce que ce que j'ai fait est juste? Ils disent non. Il dit, mais pourquoi vous n'avez pas réagi? Pourquoi vous n'avez pas réagi? L'injustice prospère là où le peuple, où les hommes démissionnent. Le PPAC ne veut pas démissionner. Les droits fondamentaux sont les fruits de notre lutte. Mais vraiment dans la sueur, dans les prisons, y compris même des gens qui ont fait leur vie. D'ailleurs, même pour se moquer de nous, les FI, avant, ils appelaient le Forum des prisonniers internationaux. FI, vous savez, vous appelez Forum des prisonniers internationaux. Eux-mêmes nous appelaient comme ça. On a accepté tout ça. Pour cette cause-là. On ne va pas la laisser tomber. Chers amis, chers Ivoiriens, il est important que nous fassions la protection de nos droits, notre responsabilité collective. Le PPAC joue son rôle et il va continuer de jouer son rôle. Mais c'est peut-être l'affaire de tous. Le RHDP ne peut pas continuer de gérer le pays selon ses humeurs. Vous avez écouté la vidéo du ministre de la Construction parlant de blocos? Est-ce que quelqu'un a écouté ça? Cherchez cette vidéo. Où il dit tout simplement que les villages d'Action ne rentrent pas dans le temps d'urbanisme d'Abidjan, qu'ils sont dans les villages, et puis vous voyez blocos. Ils sont là, mais ces villages, ils vivent comme au village. Mais c'est leur village. À Pouto, là, on vit comme au village à Pouto. Chez nous, là, on vit comme au village. C'est leur village. Vous ne pouvez pas dire, comme ils ne rentrent pas, vous fallait les chasser. Comme ils l'ont fait à Yamé village. Quasi la nuit. Vous dites que vous luttez contre des associations criminogènes, si vous voulez, criminelles. Et pourtant, vous les utilisez, certaines de ces associations, quand elles servent pour les raisons que nous savons tous. Les bacs à verre, je ne suis pas sûr qu'on a trouvé qui était à gérer ces bacs à verre en 2020. Tout dernièrement, des quelques les parents de Dadamé, on a vu qu'il y avait une milice privée qui était là, il y avait des personnes qui étaient là, qui jouaient le rôle de police, alors qu'ils n'étaient pas les policiers. Chers amis, le PPAC appelle à une prise de conscience. Les libertés individuelles, nous devons les protéger de façon collective. Nous jouons notre rôle en tant que parti politique, en tant que promoteur, en tant que géniteur de cette liberté. La protection de cette liberté. Nous avons besoin que vous nous accompagniez. Que ça devienne l'affaire de tous. C'est là important. Deuxième point, rapidement, c'est la question de l'inscription du PPAC. Pardon. De la Côte d'Ivoire sur la liste grise du groupe d'action financière. Chers amis, il semble que le diable se trouve dans le détail, mais la vérité se trouve dans le détail. Pour ceux qui ne savent pas, le GAFI a été créé en 1989 pour essayer de lutter contre l'argent du crime, notamment le terrorisme, et la corruption, le blanchiment de l'argent. Ça.
Et il fonctionne par alerte. Le 25 octobre dernier, c'est-à-dire il y a 3-4 jours, ils ont mis la Côte d'Ivoire sur la liste grise. Quand tu mets sur la liste grise, c'est que tu es en route pour la liste noire. Parce que tu as quitté la liste blanche, si tu es au gris, tu es en route pour la liste noire. Et quand on te met sur cette liste, ça veut dire que le pays présente des insuffisances institutionnelles, juridictionnelles, en matière de lutte contre le blanchiment de l'argent et du terrorisme. On est surpris. Nous, tous les jours, on nous condamne ici pour terrorisme et on dit que ce n'est pas suffisant. Mais c'est vrai que ce n'est pas une sanction, mais c'est une alerte pour dire que notre pays, la gouvernance financière de notre pays n'est pas propre. N'est pas propre. Et que il y a des risques évidents que dans notre économie, interviennent des flux financiers issus du crime, de la corruption et du terrorisme. Il y a des choses qui devaient être des introductions intéressantes parce que, waouh, vous voyez ça? Donc, notre pays a rejoint les pays où il y a des problèmes en matière de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent. La conséquence de cette décision, c'est que le gouvernement doit prendre des mesures draconiennes et rigoureuses s'il veut quitter cette liste noire, cette liste grise. Le Sénégal y était, le Sénégal est sorti. Donc on peut sortir. Mais à quel prix? Parce que nous devons faire des réformes énormes. Et c'est là où ça devient difficile pour nos entreprises, pour les opérateurs économiques, pour notre économie. Ça suppose que désormais, tous les flux financiers, les transferts de fonds, les capitaux entre les entreprises vont être soumis à des contrôles stricts. Ça risque de complexifier davantage les opérations commerciales entre les entreprises. Pourquoi? À cause d'une négligence, à cause de l'incapacité de ce gouvernement qui est bâtir la corruption. Enfin, le vrai problème de la corruption, c'est ça. Mais nous, on ne va pas être surpris, parce que quand on regarde comment se présente l'économie ivoirienne, on ne peut pas être surpris. Voici une économie qu'on vend tous les jours et qui ploie sous le poids de la corruption. Ce document vient confirmer, cette liste grise vient confirmer cela. La corruption endémique. Parce que l'argent de la corruption, à supposer que j'ai 400 milliards comme on le prête, il faut bien que je les place quelque part. Donc, je ne peux aller que solliciter les réseaux clandestins, les réseaux de flux financiers parallèles. Là où il y a la corruption, il y a toujours les réseaux financiers clandestins. Première cause. Deuxième cause, l'économie de la drogue. Ça fait la drogue. J'ai écouté le procès
l'un des barons, la drogue a été arrêté, et qui a dit, il dit avant, pour faire passer un kilogramme de drogue en Côte d'Ivoire, il fallait payer 10 millions de francs CFA. Pour rompre 10 millions par kilogramme. Là, tout le régime RADP, ils ont diminué le prix. C'est tombé à 5 millions. Donc la Côte d'Ivoire est devenue le carrefour, le passage, et il leur a dit, tant que vous allez rester dans ça, là, vous allez nous voir en prison, mais ça va continuer. Mais quand il y a l'argent de la drogue, forcément, elle se fait dans les circuits parallèles. Donc, l'économie de la drogue est présente en Côte d'Ivoire. La conséquence, c'est qu'il y a des réseaux parallèles. La réduction. L'accueil sur son territoire d'anciens barons des régimes de la sous-région qui sont tombés et qui ont envoyé leur butin ici. Et qui investissent partout, dans l'immobilier, partout. Qui ont pris l'argent à leur peuple, qui ont fui, qui sont venus ici et qui sont protégés ici. Mais vous pensez qu'ils vont mettre cet argent où? Dans les circuits bancaires officiels? Non. Ils vont alimenter les réseaux parallèles. Troisième cause. Les activités d'orpaillage clandestin. Le président Bédia a dit ça ici, on a prononcé la facture contre lui. Mais la réalité est là. Toute cette économie souterraine d'or clandestin, ça va où? Il faut que ça puisse circuler dans les réseaux parallèles. Mais tout cela est facilité par l'élitisme du système bancaire. Notre système bancaire favorise les circuits parallèles. Mais vous avez 26% du taux de bancarisation. Les autres, là, ils font quoi? Ils font leur business avec comment? À votre avis? Les pays qui luttent contre ces systèmes, ces crimes, font tout pour que le système bancaire soit capable d'organiser les circuits financiers. Mais s'il y a 26% seulement, les autres font comment? Faiblesse du système bancaire, conséquence, circuit financier parallèle. Le secteur informel. Le dernier rapport de la Banque mondiale est clair sur la question de FMI. Tout à l'heure, on va terminer par là. Le poids écrasant du secteur informel favorise les réseaux parallèles. Mais ça aussi, parce que la banque ne joue pas leur rôle. Les liens ostentatoires qu'entretiennent certains opérateurs économiques avec des organisations que l'Occident qualifie de terroristes. Sur ce point, dans sa livraison du 5 octobre dernier, le journal Le Monde a clairement dit que la Côte d'Ivoire était devenue le théâtre privilégié du blanchiment de l'argent du Hezbollah. Clairement dit. Alors, sur ce point, on s'interroge. Est-ce que c'était pour annoncer déjà, parce que le journal Le Monde, ils ont des oreilles partout, c'est que cette nouvelle livre préparait l'opinion. Est-ce que l'inscription finalement du nom de la Côte d'Ivoire n'est pas une autre forme de bataille menée contre Hezbollah lui-même pour l'affaiblir définitivement après ce qui se passe là-bas? Puisqu'on sait comment les soldats présentent ici en Côte d'Ivoire, parce que le gouvernement est obligé, s'il veut sortir cette liste-là, d'avoir les yeux ouverts sur ça. Donc, conséquence politique très importante de cette décision. Et enfin, le type d'économie que nous avons. L'économie bling-bling. L'économie bling-bling favorise les réseaux parallèles. Et je vous explique. L'économie
la Côte d'Ivoire a décidé de faire une économie bleue pour répondre à sa logique d'économie de consommation. Oui, on peut lancer une économie par la consommation, ça fait partie des instruments pour pousser une économie. Mais la consommation, elle est portée alors par un système bancaire qui favorise le crédit à la consommation. Ici, le système bancaire est étriqué. Et les gens, on les attire à la consommation. Je vous laisse citer le nom de... Quand vous quittez ma maison, avant de quitter ma maison, il y a au moins 5 pâtisseries qui ont tous des noms français. La conséquence, étant attiré par la consommation, n'ayant pas les moyens de faire la consommation, alors que nos compatriotes font, ils l'ont dans les réseaux parallèles. D'où le houbisme. Non, je vous l'ai dit, qui n'est pas toujours une déviation des gens d'une orientation sexuelle. Ici, et c'est là où notre position est claire là-dessus, ici, c'est l'expression, c'est une forme de prostitution masculine. Enfin, comme ils sont de deux, on va dire masculine. D'où la pédophilie. Les bisis, vraiment. Les bises, non. Les bisis. Ah, les woubi. Les woubi, il y a les bisis. C'est bien, non? Tout est ici. Et qui favorise la pédophilie. Vous trouvez des petites filles, nos enfants qui ont 14 ans, qui portent des iPhone 16. Ils coûtent 1 200 000 francs CFA. La fortune mensuelle de son papa, ça m'en veut parfois par an, ça n'arrive pas. Mais où tout ça? Le réseau parallèle. Chers amis, quand nous disons que nous sommes une paix de notre, une pente raide, que le RADP nous envoie sur une pente raide, nous ne sommes pas des anti-RADP endoctrinés. Nous ne sommes pas des névrosés des anti-RADP. Mais nous regardons les faits. Et généralement, les faits viennent nous donner toujours raison. La gouvernance économique du RADP est mauvaise. Et les temps qui s'annoncent vont être plus durs. Parce qu'ils viennent de conclure encore un accord avec le FMI, l'accord qu'ils avaient conclu. Ils viennent de leur décaisser 485 milliards, à peu près 400 milliards, 875 millions de dollars, 400 milliards. Pour équilibrer le budget. Pour équilibrer le budget. C'est dans les charges de fonctionnement normal de l'État. Pour équilibrer le budget. Mais comme ce n'est pas des enfants de cœur, ce paiement, cet décaissement est assorti de conditionnalités très fortes. Dans le communiqué qui a été produit, ils ont été très malins, ils disent nous sommes tombés d'accord avec le gouvernement, ça c'est le FMI qui le dit, pour qu'il prenne des mesures additionnelles, sans dire quelles sont ces mesures additionnelles. Chers amis, l'expression tout trouvé est celle que nous tombons sur un ajustement structurel. L'Assemblée nationale, nos députés organisent un séminaire sur la dette fiscale. Nous avons l'honneur de nous inviter. On va aller leur dire dans l'année fiscale la preuve qu'effectivement on va baser encore. Comme je vous ai dit, pendant les périodes grasses, ils ont acheté des peignes pour distribuer aux chauves. Ils ont acheté des miroirs pour donner aux aveugles. Et des Winston pour donner aux estropiés. La période sèche arrive.
ils se rendent compte qu'on s'était trompé totalement de priorité. Un aveugle a besoin d'une canne. Un chauve a besoin d'un chapeau, pas de paye. Quand on gère un pays, on tient compte de ses priorités. Là. Le crépuscule du régime RADP vient de constituer une nuit sombre, noire, très précipitée. Heureusement que le PPACI offre une solution alternative. C'est pourquoi nous ne jouons pas avec la question de l'inscription du Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Parce que nous avons le devoir d'offrir une alternative à la Côte d'Ivoire. Nous avons l'homme qu'il faut, nous avons les hommes qu'il faut, et nous sommes en train d'élaborer le programme qu'il faut. Multiché, il est bon. Vous savez qu'on ne peut pas demander quand il ne peut plus, il faut passer. Et nous avons des débats. Je vous signaler qu'Aphrodite n'est pas payant ici. On fait une belle ovation au ministre Kone Katila, s'il vous plaît. Amis de la presse, dire que l'intervention du CSP, le ministre Kone Katila, est une intervention brillante que je mérite. C'est comme on dit en France et le blanc. Le ministre Justin Kone Katila. Vous allez maintenant poser vos questions afin que le ministre Kone Katila, le président du CSP, approfondisse les points sur lesquels vous voulez qu'on donne plus de détails. La question, le micro est à vous avec la presse, pour vos questions. On va faire court, soyez précis. Vous pouvez vous présenter, prenez votre organe et vous poser la question. Merci, Monsieur le ministre. Je suis Gobson Zabo, du quotidien La Nouvelle Alliance. Tout à l'heure, parlant de la réinscription de Laurent Gbagbo, vous avez dit que c'est une question vitale. Est-ce que, comme vous l'avez dit aussi, est-ce que demain ou après-demain, on ne dira pas que vous êtes en train de décider en urgence? La deuxième question, je la pose à l'économiste. Dans les années 90, la Côte d'Ivoire a coulé sous le poids de ce qu'on appelle les plans d'ajustement structurel. Vous, en tant qu'économiste, tout à l'heure, vous en avez parlé, vous avez donné des détails. Est-ce qu'en réalité, les populations peuvent encore espérer de ce plan d'ajustement structurel si elles existaient? Merci. Bonsoir, monsieur le vice-président, Souleymane Donisongo de la RTI. Alors, ma question relative donc, au premier point que vous avez souligné. Alors, dans un souci d'éclaircissement, quel rapport établissez-vous entre la décision de justice que vous venez de dire et les allégations de Hubert Coulibaly relatives à l'éligibilité du président Laurent Gbagbo du Premier ministre Guillaume Soro? Merci. Bonsoir, je suis Ezi Bibi du journal L'Inter. Sur la question des libertés individuelles, vous avez dit que le PPACI joue son rôle et que ça fait partie
éléments pour lesquels le PPAC a déjà lutté par le passé. Vous avez terminé en appelant une prise de conscience et vous avez demandé aux Ivoiriens aussi de jouer leur rôle. Maintenant, comment chaque Ivoirien peut jouer ce rôle-là? Vous n'avez pas précisé exactement. Donc c'est la question que je vous pose. Comment les Ivoiriens doivent jouer leur rôle? Et puis pour le cas de la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, vous continuez de dire qu'il sera inscrit sur la liste électorale, mais jusqu'à présent, on ne sait pas encore exactement comment ça va se faire. On va donc répondre à ces trois questions et on va réunir. Merci beaucoup, chers amis. Notre ami Dago, est-ce que dire que c'est une question vitale chez nous, c'est pas. Je suis en train de m'exposer à l'interprétation élastique. Ça va? Merci beaucoup. Mais je dis que quelque chose est vital pour moi. C'est-à-dire que si ça ne se passe pas, ça va m'entraîner la mort. Mais en quoi ça dérange quelqu'un? Je dis, je répète, c'est une question vitale. Et il n'y a pas de. Il n'y a même pas à cacher ça. Je vais même être autrement. C'est une question de rupture pour nous. C'est simple que ça. Chacun peut interpréter au milieu. Mais je dis que la question est une question de rupture pour nous. Pourquoi nous le disons? C'est nous, les militants de PPAC, qui avons demandé au président Laurent Gbagbo d'être candidat. Et puis, on ne peut pas accepter que l'injustice devienne la règle ici. Oui, nous le proclamons, nous le disons. Et nous entendons obtenir la réparation de cette injustice. Donc ça vraiment, excusez-nous, mais ce n'est pas du tout... je ne sais pas encore qui ça dérange dans cette affaire. En tout cas, pour nous, c'est un point de rupture. Et nous l'assumons. Bon, ça, il faut poser la question au RHDP, le problème d'ajustement structurel. Là, c'est le premier ministre qui était, surtout là, celui qui est chef d'État ici. S'il avait réussi sa mission, je n'étais pas obligé en train de faire ce qui se passe ici. S'il avait réussi, quand il était venu pour remettre la Côte d'Ivoire sur les rails, premier ministre, s'il avait réussi, il ne serait pas en train de faire encore des réformes ici. Et donc, nous ne croyons pas du tout que l'ajustement, que la Côte d'Ivoire a besoin d'ajustement structurel. Parce que le mot même ajustement structurel, c'est-à-dire qu'il y a un minimum qui existe et qu'il faut l'accommoder. Or, la Côte d'Ivoire est à renaître. Et c'est pourquoi le programme du gouvernement de PPAC s'appelle la renaissance de la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas ajustement. Au stade où nous en sommes, là, il ne faut pas ajuster. Il faut renaître. Alors, ce serait comme le RTI, c'est ça. Quel est le lien, le rapport entre la décision que je dis et puis les allégations? Non, alors. Dans une intervention à l'Assemblée nationale, le président Kubert, président de la CEI, a dit ceci, que selon l'article 3 du code électoral, le président Laurent Gbagbo ne peut pas être inscrit parce qu'il est déchu de ses droits civiques et politiques. Voilà ce qu'il a dit. En visant l'article 3 du code électoral. Or, nous lui disons qu'il n'y a jamais eu de prononcé de déchéance des droits civiques et politiques du président Laurent Gbagbo. Et que ces déchéances, ce sont des sanctions qu'on appelle ça les peines complémentaires
elles ne se déduisent pas de toutes les condamnations, parce que ce n'est pas toutes les condamnations qui donnent lieu à ça. Quand elles ont lieu, elles font l'objet d'un énoncé clair dans la décision rendue par le juge, qui en profite, qui détermine en même temps l'ampleur de cette peine et le délai. On peut vous dire, par exemple, en ce qui concerne les deux personnalités de GPS qui ont été sanctionnées, qui ont été condamnées, le juge a pris soin de dire qu'ils sont privés de leurs droits civiques et politiques sur 5 ans. Je viens de vous lire la décision qui est sortie. Vous avez bien vu qu'il n'y a aucune disposition du juge sur cette question. Cette fois, nous disons que si Hubert dit qu'il a reçu une lettre effectivement du ministère de la Justice, dans laquelle figurait une liste, qui portait une liste dans laquelle figurerait le nom du président, des deux choses l'une, soit il n'a pas bien lu la liste, ou alors le juge du nom du ministère de la Justice s'est totalement trompé parce que la décision, elle est là, elle est dans le domaine public. Voilà un peu ce que je veux dire. Comment chaque Ivoirien, ça c'est notre ami Inter, devait jouer son rôle sur les droits pour protéger les droits. Tout à l'heure, je vous ai donné l'image du professeur qui a donné son cours de droit. Nous sommes un parti politique. Nous n'avons pas assisté les yeux fermés. À un moment donné, certainement, que des mots doivent être lancés dans ce sens par notre parti politique. Mais nous jouons notre rôle en tant que parti politique. Mais nous disons que la situation est tellement grave que c'est de façon collégiale et collective que les Ivoiriens doivent protéger leurs droits. L'injustice ne prospère que dans l'abandon et la résignation. Voilà ce que nous avons. Comment se fait l'inscription du nom du président sur la liste électorale? Chers amis, je vais le dire et je le répète. Notre candidat là, il s'appelle Laurent Gbagbo. Il sera candidat en 2025, il va gagner l'élection en 2025. Nous là, il y a des choses, c'est-à-dire, bon, c'est quand tu me dis comment je vais manger. C'est tellement évident. Nous n'avons aucun problème avec ça. Parce que nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés. Et ce que nous vous disons à chaque fois que nous rencontrons, que ce soit les chancelleries, nous leur disons. Il y a un temps pour parler et nous parlons. Il y a un temps pour nous écouter, nous espérons qu'on nous écoute. Parce que dans tous les cas, nous allons arriver à notre résultat. Voilà ça, ce que je vous pose sur la question. D'autres questions? Bon, je veux pouvoir comprendre que la presse qu'on a conduite est satisfaite. Monsieur le ministre, quel est votre dernier mot? Camarade de l'exécutif, camarade secrétaire général, camarade président des sections, professeur Pierre, chers membres de la direction, représentants du comité de contrôle, chers amis de la presse, nous allons reprendre le rythme normal de notre. C'est vrai que nous sommes occupés, ça bouleverse un peu notre programme pour notre tribune, mais nous avons fait cette exercice aujourd'hui de façon exceptionnelle, mais les nouvelles parties sont là. De façon évidente, nous allons reprendre le rythme normal de nos jeudis, chaque 2 jeudis, pour vous convoquer. Et peut-être même, si la station l'exige,
on peut même faire des questions extraordinaires. Nous faisons ces exercices parce que nous voulons nous faire entendre. Il faut mieux vaut discuter. Vous savez, et c'est par là que je vais terminer. Les Allemands ont une expression que les Français ont dit, qu'on appelle le Zeitgeist, c'est-à-dire l'esprit du temps. Quand nous parlons, le RADP doit comprendre que nous parlons aussi à sa faveur, autant que nous parlons, qu'ils aient l'impression qu'on parle contre eux, mais aussi qu'on parle en leur faveur. Parce que nous faisons la politique. Nous faisons la politique. Si nous, les hommes politiques, ne sommes pas capables de nous entendre sur l'essentiel, un jour nous allons nous lever dans ce pays et les gens vont nous imposer des solutions qui sont tellement la pire des formes de solutions qu'il nous faut. Et le peuple qui aura perdu confiance à toute la classe politique va sortir pour applaudir des solutions qui n'en sont pas réellement une. Et c'est ce jour-là que on lave nos yeux pour pleurer en tant qu'homme politique. Parce que ces solutions n'épargneront ni le PPACI, ni le RADP, ni personne. C'est pourquoi en politique, il faut savoir mettre la limite sur les contradictions. Là où il n'y a pas de limite sur la contradiction, les solutions malhonnêtes, les solutions dangereuses naissent dans l'esprit des gens. Parlons-nous, écoutons-nous. C'est dans l'intérêt de nous tous. Parce qu'il y a des points de contradiction qui sont énormes, mais nous avons le devoir de trouver la solution. C'est ça aussi la politique. C'est ça aussi la politique. Être capable de trouver les solutions là où les gens pensent qu'on ne peut pas y arriver. Le RADP peut pouvoir travailler dans son camp. Mais nous disons qu'en ce qui concerne la liberté, la protection de nos libertés individuelles, nous entendons ne pas les laisser nous ravir, parce que c'est le fondement de notre lutte politique. Et le président Laurent Gbagbo l'a dit, les libertés, dans son interview avec Foucault, et il y a une vidéo qui circule, qui était une réunion qu'il a faite, où il a dit, quiconque s'élève contre les libertés est notre adversaire. Je vous remercie. Nous avons eu aujourd'hui droit à la 31e tribune du PPACI avec un ministre Koné Katina flamboyant comme d'habitude. Il a animé le 31e numéro de la tribune du PPACI avec des positions claires sur la CEI déjà. Et rappeler pourquoi celle-ci ne peut pas organiser les élections en Côte d'Ivoire en 2025. Dire aussi pourquoi le nom du président Laurent Gbagbo doit impérativement être sur la liste électorale. Aussi prévenir sur l'atteinte des libertés individuelles que le régime RHDP aujourd'hui s'évertue à rendre comme une norme. Les enlèvements en un point fini. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, Alassane Ouattara enlève tout le temps des cadres des partis politiques, des cadres des sociétés civiles, des militants qui ne l'arrangent pas. Souvent, la Côte d'Ivoire aujourd'hui rejoint la liste rejoint la liste grise pour le blanchiment de l'argent et de la corruption et du crime. Et ceci, il faut dire qu'elle a été dit par le journal Le Monde. Et si le journal Le Monde dit quelque chose, on peut donc prêter une oreille attentive. Soit c'est pour faire la propagande de quelque chose, soit c'est pour préparer les masses, ou alors soit c'est une information avérée. Mais dès l'instant où elle dit quelque chose, il faut vous poser des questions. Le PPACI est dans son rôle. Le PPACI fait son job. Moi, ce que je dis souvent, c'est
Chaque acteur politique doit faire pour lui. Chaque parti politique doit faire pour lui. Et aujourd'hui, le PPAC est en train de mener un combat. Voyez-vous, ils ne sont pas là pour dormir. Et aussi, il a répondu à Koulibaly Kubier, qui a voulu nous sortir, n'est-ce pas, une double page et nous disant, voici ce que le ministère de la Justice nous a envoyé, patiti patata. Le ministre Kone Katina, à moins de quelques minutes, l'a démonté et nous a prouvé à 6 raisons, on en voulait encore, que la justice n'a jamais dit que le président Laurent Gbagbo était privé de ses droits civiques et politiques. Et encore moins tous ceux qui sont condamnés sur l'affaire de la casse BCAO, même si derrière il y a des personnes qui ont été amnistiées, à l'instar du ministre Kone Katina. Koulibaly Kubier a un problème personnel avec le président Laurent Gbagbo. Ça a eu un problème personnel avec le président Laurent Gbagbo parce qu'on n'a pas besoin de t'expliquer 10 ans. On n'a pas besoin de t'expliquer 10 ans si quelqu'un est amnistié ou pas. Si on amnistie tous ceux qui ont participé à la crise de 2010 et que d'autres sont encore à l'extérieur, bien évidemment, dès que ceux-ci rentrent dans leur pays, ils n'ont plus droit à avoir ces condamnations parce que c'est le lieu et le secteur où l'amnistie est entrée en vigueur. Donc, dès qu'ils entrent dans leur pays, automatiquement, la loi d'amnistie s'applique aussi à eux. Mais tout le reste ont pu participer. Pourquoi, monsieur Koulibaly Kubier s'évertue sans tête à vouloir brûler la Côte d'Ivoire? Il fait tout ce qui est à son pouvoir pour empêcher celui-ci d'être candidat. Mais il le sera. Et d'ailleurs, M. Koulibaly Kubier, lui, en contrario, ne pourra pas organiser les élections. La team, vous avez écouté tout de manière stipuleuse, bien expliqué par le ministre Kone Katina. Dites-moi juste ce que vous pensez de cette sortie, car elle est magistrale. Et comme il a dit, il faut que tout le monde se joigne à ce parti politique pour mener le combat.